Donc c'est pareil avec l'écriture pour moi, ça s'est passé de cette façon-là. Une fois qu'on m'a appris à écrire, j'arrivais plus à m'arrêter. Je disais tout à l'heure à la table ronde que l'écriture précède l'intention pour moi, dans le sens où je crois que je veux faire quelque chose, et le faisant, je me rends compte que je fais autre chose. Et après, je me dis, tiens, en fait, j'ai fait ça, souvent. D'accord. J'ai vraiment besoin de silence. Je suis pas du tout capable d'écrire dans le bruit, D'accord. sauf si c'est un bruit lointain de ville, donc un trafic routier, ou même les oiseaux le matin, des choses comme ça, mais des choses qui sont quand même plutôt sereines, plutôt calmes. Sinon, c'est voilà, moi je suis une écrivaine de bureau, absolument rien de romantique. C'est un boulot. Exactement, c'est un boulot comme un autre. Beaucoup de gens qui ont grandi en France oublient la langue. Oui. Soit ils l'oublient, soit un des deux parents ou les deux parents ne transmettent pas. Oui. Et nous, on a été dans une forme de recherche, je pense, de la langue. De la langue et le matière. Je digère moins bien la littérature. Quand j'étais adolescente, même enfant, j'avais une voracité, j'avais une capacité à ingérer qui était démentielle. Et là, j'ai l'impression que ça me traverse peut-être plus profondément et que ça met plus de temps. J'avais des professeurs qui me conseillaient souvent des auteurs marseillais. Et je refusais de les lire parce que j'étais agacée qu'on me propose tout le temps des hommes. Bonjour Estelle Coppolani. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et vous ? Ça va, merci. Qu'est-ce qu'Estelle Coppolani écoute en ce moment ? Merci de m'accueillir déjà, merci de me recevoir. Alors en ce moment, j'écoute les nouveaux titres de Maya Kamati. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une musicienne de La Réunion, de chez moi. Et elle a sorti quelques nouveaux titres là que j'adore. Voilà, j'écoute les nouveaux titres, les nouveaux sons de Maya Kamati en ce moment. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'invitation Rive Noire Littérature en 2e édition ? J'ai été invitée suite à une première rencontre en fait avec Gangouus au cours d'un podcast en fait, enregistré et filmé aussi. Et j'ai adoré la discussion qu'on a eue. Ça m'a vraiment beaucoup plu, surtout la qualité de lecteur qu'il a montré. J'ai trouvé que les questions qu'il a posées étaient fines. Oui, c'était vraiment des belles rencontres. Et je me suis intéressée aussi à son émission plus généralement. Et j'aimais beaucoup les auteurs et les autrices qu'il invitait. On va dire que son goût littéraire rencontrait le mien. Donc quand il a proposé de participer à ce festival Rive Noire, j'ai eu très envie aussi pour avoir la chance de discuter notamment avec Rose Pellerin là ce matin, mais aussi de venir écouter les autres écrivains. Vous êtes poétesse, vous êtes dramaturge. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le stylo et écrire ? C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je pense que c'est quelque chose qui est naturel une fois qu'on nous apprend à écrire à l'école. Une fois que c'est un peu cette histoire une fois qu'on apprend à parler aussi, on n'arrive plus à s'arrêter. Vous savez, les enfants, par exemple, quand on apprend à lire aux enfants, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se mettent à tout lire dans la rue. Par exemple, ils vont lire l'heure. Là, ils vont tout lire. Ils vont lire Afro-livresque, sur s'il y a quelque chose écrit sur un t-shirt, ils lisent. Dans la rue, par exemple, ils lisent tous les panneaux. Voilà. Donc, c'est pareil avec l'écriture pour moi. Ça s'est passé de cette façon-là. Une fois qu'on m'a appris à écrire, j'arrivais plus à m'arrêter. Ni de parler, ni d'écrire. Donc voilà, il y a une forme de... Moi, je viens d'une famille où on parle beaucoup, du côté maternel surtout. On est une famille de grandes bavardes. Et avec ma mère, on passait des heures à parler quand j'étais enfant, et c'est toujours le cas. Quand j'ai commencé à faire mes études, à aller à Paris, mes parents, à ce moment-là, vivaient à Marseille encore. Et du coup, j'allais en vacances chez eux. Et quand je revenais à la maison, ma mère me disait... on parle ? Et je disais oui. Et on allait sur le balcon et on parlait. Mais il n'y avait aucun sujet qui était choisi. Mais c'était juste un moment dédié à la parole. Et ça durait des heures. Donc on mangeait. Après, elle disait on parle ? Et on parlait. Et on parlait. Oui. Donc il y a un peu ce rapport-là. Presque. À un moment, c'était un rapport un peu comme ça, pléthorique. À une forme de logorée. J'écrivais aussi des pages et des pages et des pages et des pages. D'accord. J'écris tous les jours, mais bon, c'est pas de la littérature, enfin comment dire. J'ai un flow comme ça qui sort, j'aime bien avoir une écriture impromptue et un peu, pas automatique, mais qui est générée sans trop de réflexion. Et après, le travail arrive à partir du moment où on réécrit peut-être. En tout cas pour moi, je le vois comme ça. Il y a un travail à partir du moment où on réécrit.
Voilà, les formats sont aussi imposés par les projets. Moi, je m'intéresse à toutes les formes d'écriture. J'ai pas forcément de... Je me dis pas, tiens, je veux écrire un roman, ou alors je vais écrire de la poésie. Je suis assez fluide comme ça. D'ailleurs, je m'entends aussi beaucoup avec des écrivains qui viennent plutôt, par exemple, du cinéma. Oui. Donc, pour moi, des auteurs avec qui je converse, parfois sont des cinéastes. En fait, cinéastes écrivent beaucoup. Voilà, j'ai pas de... Je trouve que c'est intéressant, d'ailleurs, que vous ayez commencé par me demander qu'est-ce que j'écoutais en ce moment, parce que Maya Kamati, pour moi, c'est une des écrivaines qui m'intéresse le plus en langue réunionnaise. Donc, voilà, pour moi, toutes les écritures m'inspirent et je peux m'y prêter, quoi. Je peux me prêter à n'importe quel jeu. Alors après, je vais pas forcément réussir à être intéressante dans tous les formats, hein. Mais ça me plaît. Vous essayez, vous expérimentez. Vous avez parlé de paroles, vous avez parlé de beaucoup d'échanges et tout ça. Je voulais savoir, c'est peut-être un peu étrange, mais parce que beaucoup d'auteurs disent que pour rencontrer souvent leurs personnages leur apparaissent et leur parlent. Et je voulais savoir si c'était votre cas. Comment vous les construisez, vous, vos personnages ? Alors, je pense que quand les personnages apparaissent et nous parlent, c'est probablement quand on reste longtemps avec eux, notamment dans des formes narratives qui sont de l'ordre du récit. Moi, je dirais que je suis dans la narration, hein. Mes poèmes sont narratifs, mais je travaille des formes courtes. Que ce soit d'ailleurs du récit ou de la poésie, je travaille tout le temps des formes courtes. La dramaturgie, c'est très différent, parce qu'on travaille avec des acteurs au plateau directement. En l'occurrence, nous, on avait travaillé, moi j'ai coécrit une pièce qui s'appelle Résonance des révoltes silencieuses, et on l'a coécrit avec Yuri Romao et Ana Laura Nascimento, et elle est l'interprète aussi, la conteuse. Donc la coécriture se passe aussi parfois au plateau, dans le corps directement, et elle est incarnée par aussi l'interprète. Et pour ce qui est des formes narratives, qui sont de l'ordre plutôt du récit, j'ai l'impression que c'est courant que les personnages viennent nous rencontrer, alors en rêve ou dans des sortes de rêves éveillés. Enfin, moi, en tout cas, quand j'écris des nouvelles, ça se passe comme ça. Par exemple, je vais aller à un concert et pendant le concert, j'écris. Donc, c'est-à-dire pendant le concert, je vois des personnages ou je vois ce qu'ils font. D'accord. Et donc après, je prends des notes sur mon téléphone comme tout le monde, hein, je pense. C'est ce qu'on fait tous. Le téléphone, c'est le nouveau carnet. Donc voilà. Il y a le rêve aussi. Le rêve. Oui, le rêve. Quand j'écris, c'est des périodes où je rêve beaucoup. Les balades, se promener, marcher. Hein. Marcher, ça fait venir beaucoup de choses. Et pour les poèmes qui sont des formats plus resserrés, plus courts, parfois ça naît dans l'écriture pour moi. Donc c'est même pas quelque chose que j'ai imaginé ou conçu, où je me suis dit, ah tiens, je veux ce personnage. C'est très souvent, je crois que j'écris quelque chose, en fait j'écris autre chose. D'accord. Et quand je finis, je me suis rendu compte que j'ai écrit quelque chose de différent, qui était imprévu. Et je disais tout à l'heure à la table ronde que l'écriture précède l'intention pour moi, dans le sens où je crois que je veux faire quelque chose, et le faisant, je me rends compte que j'ai fait autre chose. Et après, je me dis, tiens, en fait, j'ai fait ça, souvent. D'accord. Une fois que ce flow est arrivé et que vous commencez à travailler vos textes, est-ce que vous avez des rituels particuliers pour écrire, des lieux particuliers comme ça ? Oui, alors moi, je suis une personne je suis comme un chat. J'ai des cycles et des habitudes. D'accord. Vraiment, je fonctionne comme un chat. Si mes habitudes sont bouleversées, plus rien ne va. D'accord. Je suis une personne très journalière, très quotidienne. Alors évidemment, j'accueille aussi l'imprévu. Il faut bien vivre, hein, sinon on a une vie monacale. Mais c'est vrai que pour écrire, les périodes d'écriture, et même dans ma vie en général, moi j'aime respecter vraiment des horaires. Je suis une personne très diurne aussi. Je n'aime pas du tout la nuit. Je n'aime pas travailler la nuit, mais je n'aime pas non plus... Moi, je dors la nuit. Voilà. D'accord. Pour moi, la nuit, c'est pour dormir. Ouais. Et rêver, du coup, quand les personnages parlent. Voilà, exactement. Je suis quelqu'un qui me couche tôt et qui me lève tôt. Et donc, j'aime pas du tout... par exemple, je sais qu'il y a des gens qui aiment écrire la nuit, ou alors des gens qui aiment sortir la nuit parce que ça les met en contact avec des mondes. Enfin, voilà, ça, c'est aussi des stéréotypes, mais on a un peu des stéréotypes aussi des écrivains qui sont faits tard ou qui laissent advenir le monde de la nuit, parce que justement, c'est le monde
Le monde de la nuit, c'est le monde de l'imprévu, c'est le monde L'aventure, un peu. voilà, de l'aventure ou des choses comme ça. Bon, moi, c'est l'inverse. Je suis ennuyeuse. Et moi, j'ai des rituels d'écriture qui sont matinaux. C'est vraiment le matin pour moi. Un endroit particulier? C'est chez moi. D'accord. C'est chez moi le matin, donc c'est mon bureau. J'ai la chance de faire des résidences d'écriture aussi. Donc, grâce aux résidences d'écriture, mon matin se passe parfois dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. Ce qu'il me faut, c'est un bureau, en fait. C'est un bureau, un espace calme. J'ai vraiment besoin de silence. Je suis pas du tout capable d'écrire dans le bruit. D'accord. Sauf si c'est un bruit lointain de ville. Donc, un trafic routier ou même les oiseaux le matin, des choses comme ça, mais des choses qui sont quand même plutôt sereines, plutôt calmes. Et il y a des bruits parasites. Donc, les bruits parasites, pour moi, c'est les conversations. Donc, je suis complètement allergique au bistrot, au restaurant, au café. Oui. Les gens qui écrivent dehors, je comprends pas. Sauf encore une fois, si c'est par exemple un bruit de fond. Donc, on est dans une ville très bruyante, mais c'est en fond et on distingue pas les conversations. Et si j'entends des conversations, que ce soit chez moi, que ce soit à la télé, voilà. Et en ce sens, c'est agréable d'être à l'étranger. J'ai pas fait beaucoup de résidences à l'étranger, mais... j'ai eu la chance d'en faire une il y a un peu plus d'1 an en Inde, à Bangalore. Et par exemple, c'est une ville extrêmement bruyante. Mais c'est une ville qui est très arborée. Et donc, il y a, on va dire, des petits écrins de verdure, parfois des parcs. Et là, je trouve que quand on trouve un petit endroit, un petit café ou un petit endroit où on peut boire du thé, là, pour moi, c'était plus facile parce que la langue de cet état, le Karnataka, c'est le Canada. Bon, je ne parle pas le Canada. Il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais aussi, évidemment, ou en hindi. Mais je parle que l'anglais de ces 3 langues. Donc, je comprends rien. Et ça, c'est agréable. C'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin de porter l'oreille Exactement. pour essayer de comprendre. Sinon, c'est... voilà. Moi, je suis une écrivaine de bureau. Absolument rien de romantique. C'est un boulot. Exactement, c'est un boulot comme un autre. Récemment, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment? En ce moment, j'écris en étant inspirée de mon enfance. Je fais pas beaucoup ça, en fait, c'est peut-être même la première fois que j'écris à partir on va dire, une dimension aussi autobiographique, même si je recouvre tout ça par les habits de la fiction, parce que je n'ai pas nécessairement envie d'emprunter des chemins autobiographiques ou même autofictifs. En tout cas, j'essaie le plus de m'éloigner. Ça me donne... En tout cas, moi, je suis plus à l'aise dans la liberté de la fiction. Mais comme c'est la première fois que je m'inspire de mon histoire, je vais donner quelques éléments. En gros, ma sœur et moi, donc on est nés à La Réunion et on a grandi à Marseille. Donc mes parents sont venus, mon père est marseillais, ma mère est réunionnaise. Et donc on a déménagé, on a grandi à Marseille. On avait une expérience de La Réunion qui était de l'ordre de la diaspora, c'est-à-dire qu'on y retournait pendant les vacances. Assez fréquemment jusqu'à 14 ans, parce qu'ensuite on paye le billet adulte pour le billet d'avion. Donc on y allait. Et ensuite, il y a une période de temps pendant laquelle on s'est absenté, pour moi, pendant 9 ans. Pendant 9 ans, je ne suis pas allée à La Réunion, donc c'est très long. Pendant cette période de temps-là, mes parents vivaient encore en France à l'époque. Moi, j'étais très alimentée par la langue, la musique. Donc la langue que ma mère nous a transmise et qu'on parle, langue réunionnaise, créole. La musique, évidemment, qui vient avec la langue, les livres que j'arrivais à trouver, j'en avais quelques-uns, et la cuisine. C'était les éléments les plus importants. Et bon, évidemment, correspondance d'abord épistolaire avec ma famille, beaucoup de lettres quand j'étais enfant, donc beaucoup à ma grand-mère principalement, ma tati et un cousin, mon cousin Mathieu. Big up à Mathieu. Big up Mathieu. Et ensuite, les appels téléphoniques. D'abord, ils étaient surtaxés. Il y a eu un moment où les appels téléphoniques, ils sont passés, ce qu'on appelait à l'époque vers les dom-toms, ils sont passés au même prix que les appels France métropolitaine. Ah, d'accord. Vous aviez les cartes aussi quand on rechargeait dans les téléphones Je me rappelle pas, donc je pense que non. D'accord. C'était lié à l'abonnement qu'on appelait à l'époque ADSL. C'était les abonnements Internet. Absolument. Et en fait, il y avait des forfaits qui pouvaient parfois diminuer les prix vers les dom-toms. Moi, je me rappelle on appelait parfois, mais ça remonte, on appelait dans les cabines téléphoniques. Voilà, absolument. Je me rappelle de ça.
Et donc il y a eu le moment premier email. Ma mère a créé une adresse mail, ma tati aussi. Oui. Elle s'envoyait genre 10 emails par jour. C'était incroyable. Et C'est génial. ouais, c'est génial. Non, mais j'adore tout ça. En ce moment, je suis un peu là-dedans. Je me Oui. rappelle tous les premiers contacts. Et quelque chose de très important, Mhm. c'était les colis aussi. Oui. Donc, allez, on va dire 2 fois par an à peu près, on recevait des gros colis. Ça coûtait cher, hein, je pense que ça coûtait extrêmement cher. Ouais. On recevait à l'hiver en France, parce que du coup c'est l'été à La Réunion, on recevait des colis de fruits. Mhm. Et ouais, et on recevait sûrement une autre fois. Donc on recevait beaucoup de choses. Hein. En fait, on m'envoyait aussi des cassettes VHS. Mm. On m'envoyait les cassettes VHS de Thierry Jardineau, qui est un grand humoriste réunionnais, D'accord. qui est quelqu'un qui manie extrêmement bien la langue réunionnaise, qui est très fin et qui est un bon imitateur. Mm. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux différents créoles qui existent selon les endroits de la Réunion, donc selon la géographie, mais aussi selon les communautés. Par exemple, il travaille les personnes âgées qui ont un vieux créole qui vient de l'Est, ou alors au contraire une femme branchée qui vient de l'Ouest. Donc il travaille avec comme ça des différences régionales dans la langue. Et bon, c'est une grosse référence très d'humour. pointu. Voilà, c'est une grande référence d'humour, mais aussi, bon, moi ça m'a beaucoup éveillé à la langue réunionnaise. Parce que c'est extrêmement bien écrit, les personnages de Thierry Jardineau, très connus. Et donc je recevais les cassettes VHS de ça, et aussi les disques de musique. Donc ma tante, ma tati, elle allait au concert, par exemple, d'un groupe, et ensuite elle nous envoyait le CD, donc dans les colis. Oui. Donc voilà, tout ça a été le ferment de on va dire le ferment de mon lien à la culture réunionnaise. Et c'est pour ça que j'ai eu un rapport à la langue qui a continué, parce que beaucoup de gens qui ont grandi en France oublient la langue. Oui. Soit ils l'oublient, soit un des 2 parents, ou les 2 parents ne transmettent pas. Oui. Et nous, on a été dans une forme de recherche, je pense, de la langue. De la langue et le maintien. Et vous, du coup, vous parliez... donc, en fait, c'était vraiment dans la famille. Donc, vous n'aviez pas d'amis réunionnais avec qui vous pouviez échanger Quand j'étais enfant, non. Je n'avais pas rencontré de réunionnais enfant. J'ai rencontré, en fait, à Marseille, j'ai rencontré des Comoriens et des Malgaches. D'accord. Mais j'avais pas, dans mon entourage, j'avais pas d'amis réunionnais. Ça s'est fait plus tard, dans les études supérieures. Donc maintenant, je suis partie en Île-de-France faire mes études. Oui. Entre-temps, mes parents, il y a quelques années, sont repartis vivre à La Réunion. Et en fait, moi, j'ai rencontré, donc très récemment, en fait, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai rencontré mes premiers amis réunionnais en Île-de-France. Donc maintenant, voilà, il y a la possibilité, exactement, il y a la possibilité de pratiquer la langue. Mais sinon, ça, c'était le contexte familial. Et j'en reviens au point de votre question. L'inspiration. Exactement. Je suis en ce moment dans donc un texte qui s'inspire un peu de tous mes souvenirs en tant qu'enfant, de comment j'ai rencontré le pays absent. Là, je travaille sur cette question de pays absent. Et donc, il y a la question de la langue que je viens d'évoquer. Oui. Et mon père a scanné, numérisé beaucoup de photos argentiques qu'il a fait. Et donc là, j'ai un album photo sur mon ordi. Il m'a donné les photos. En ce moment, je regarde beaucoup les premières années. Donc, les années 90, début des années 2000, quand on était enfant avec ma sœur, je regarde et je me remémorise beaucoup de choses pour écrire ce livre-là, qui est un recueil de poèmes. Hein. D'accord. Et donc, je suis là-dedans. Et donc, en ce moment, mon inspiration, c'est l'album photo. C'est l'album photo, les souvenirs des fois où j'ai été en contact avec des fragments de pays à Marseille, vu que j'y ai grandi. Oui. Et donc, c'était par exemple quand j'ai rencontré un monsieur réunionnais dans le bus. Oui. Voilà. Là, je suis en train de me rappeler beaucoup de choses que j'avais oubliées, qui étaient les premières fois où je rencontrais d'autres réunionnais. Oui. Parce que quand on grandit comme ça, on se rend compte de rien, mais du coup, on rencontre pas rencontre pas forcément d'autres personnes. Oui. Donc, on catalyse un petit peu quelque chose qui est de l'ordre de la famille. Ça devient très lié à la famille, parce qu'on n'arrive pas à imaginer l'existence d'un pays ou enfin le pays il est loin, mais la communauté elle se dissout dès lors qu'on prend l'avion. C'est-à-dire que le retour en France c'est le retour à une solitude communautaire. Et donc là j'essaye de justement écrire une fiction dans laquelle cet enfant-là
en fait, a un contact fragmenté à ce pays par des petits bouts, voilà, par des petits bouts et par des rencontres. Parce qu'en fait, je me rends compte que oui, j'ai rencontré des Réunionnais ou des Réunionnaises, mais c'était toujours un petit peu épisodique comme ça. Est-ce qu'Estelle Copolani aime lire? Bah oui, évidemment. Beaucoup. Vorace? Non, j'étais vorace avant, je le suis plus. J'adorerais retourner à cette voracité. J'ai l'impression que... bon, il y a eu plusieurs périodes, évidemment, mais j'ai l'impression que dans les derniers temps, je digère moins bien la littérature. Quand j'étais adolescente, même enfant, j'avais une voracité, j'avais une capacité à ingérer qui était démentielle. Et là, j'ai l'impression que ça me traverse peut-être plus profondément et que ça met plus de temps. Je deviens un petit peu obsessionnelle aussi, hein, c'est-à-dire que si je lis quelque chose qui me plaît, j'ai envie de lire à l'auteur ou l'autrice, j'ai envie de lire un petit peu l'ensemble de sa production, ou alors pas nécessairement ce que elle ou lui a écrit, mais les personnes qui l'ont influencé, qui l'ont inspiré. Et la dernière, pardon de nous avoir coupé, la dernière personne que vous avez lue qui vous a déclenché ça, c'est quel auteur? Là, en ce moment, je lis Laura Vasquez. Et en fait, effectivement, là, j'ai lu 3 ou 4 recueils. De Marseille. Elle vit à Marseille. Elle vient de Perpignan, je crois, mais c'est quelqu'un qui est depuis longtemps dans le paysage marseillais. Et en fait, c'est un nom qui était proche on va dire, qui était proche de ma bibliothèque depuis pas mal d'années, parce que grandissant à Marseille, et voyant que j'aimais, j'avais des professeurs qui me conseillaient souvent des auteurs marseillais. Et je refusais de les lire parce que j'étais agacée qu'on me propose tout le temps des hommes. En fait, on me disait tout le temps, tiens, tu devrais lire cet auteur. Ou alors, tu connais cet auteur, il traîne dans ce café. Et en fait, j'allais dans le café et je voyais un vieil homme blanc, rabougri. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est comme ça que moi je le percevais quand j'étais enfant. Je voyais un vieil homme blanc, rabougri, qui était pédant, qui était désagréable, qui était prétentieux et qui disait qu'il comprenait la littérature. Donc, j'ai eu un refus très fort. J'ai refusé de lire les auteurs qu'on me conseillait. D'accord. Et moi, je porte un nom à consonance italienne. En fait, c'est un nom corse. D'accord. Et donc, à Marseille, il y a aussi une tradition de polar, notamment corse. Corse marseillais, on va dire. Et je refusais ça aussi, parce que c'était un univers qui était extrêmement patriarcal. Donc, quand j'ai grandi et que tout à coup, j'ai entendu parler d'une poétesse marseillaise. Voilà, marseillaise. J'ai attrapé ce nom vraiment en me disant il faut absolument que je lise ce qu'elle écrit. Et c'est resté un petit peu dans mon entourage. Et bon, comme d'habitude, les lectures s'accumulent. Et finalement, j'ai jamais pris le temps de la lire. Et là, étant donné que j'ai fait une résidence de 3 mois à Marseille, je me dis bon, il est quand même temps que je lise Laura Vasquez. C'est quand même quelqu'un qui s'est affirmé comme étant l'une des voix les plus influentes là, dans les dernières décennies. Et donc, je me suis dit, il est temps que je la lise. Et j'ai eu un choc que je n'ai pas eu depuis un petit moment, il faut bien avouer. J'ai vraiment adoré. Et surtout, ça a résonné assez bien avec ma pratique d'écriture, dans le sens où c'est pas trop proche de moi, c'est pas trop éloigné. Parce que quand c'est trop proche, je déteste lire des livres qui sont trop proches de ce que je crois être en train de faire. Parce que j'ai l'impression que ça va trop m'influencer et que je vais copier sans m'en rendre compte. À l'inverse, si c'est trop éloigné, ça va me sortir de cette espèce d'atmosphère un peu contemplative dont j'ai besoin pour écrire tous les jours. Et là, on est dans une sorte de relative proximité ou relative distance que je trouve absolument parfaite. L'équilibre. Et j'admire beaucoup, vraiment le travail de la langue me touche beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre dernière actualité littéraire? On est aussi en cours d'écriture d'un livre avec Jacques Benkti, donc autre artiste, notamment sculpteur réunionnais. On est en cours d'écriture d'un livre d'entretien. Donc en fait, je viens de terminer une résidence qui était dédiée à ça. Et ça, c'est un projet que je mène avec le soutien du Centre national des arts plastiques. Mais c'est très long. C'est-à-dire que là, on a fait des heures et des heures d'enregistrement. Bon, la mise en forme du livre, ça prendra encore 1 à 2 ans, parce que j'ai beaucoup de recherches à faire
sur les contextes historiques et sur la vie de ce grand artiste qui a 74 ans et qui a beaucoup voyagé. D'accord. Donc, ça demande un travail de recherche colossal. C'est pour ça que j'aurais du mal à vous donner des dates précises, bien sûr. Mais je suis en cours d'écriture et je fais aussi des performances. Donc, avant, je lisais plutôt les textes que j'écrivais. Là, j'essaye de penser des textes qui sont aussi uniquement écrits en vue d'être performés. Et donc là, je fais aussi un travail en ce moment de mise en forme d'une performance avec une musicienne donc, qui compose de la musique électronique. Et ça, c'est en bilingue, donc c'est en créole et en français. Et ça, je pense que dans la plutôt deuxième partie de l'année, on aura peut-être un format et on jouera peut-être. Donc, il faut rester informé. En fait, il faut rester informé pour avoir un petit un petit peu les suites de tout ça en tête. Fait. Merci beaucoup en tout cas, Ethel Poupoulani. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que le nôtre.